c'est pas rien de relativité, mais vous allez voir que grosso modo, on peut se débrouiller juste en faisant de la saisie d'infos. Il n'y a pas énormément de connaissances ou pas besoin d'énormément de compétences pour faire un sujet de relativité. Alors, je vais supposer que tout le monde ne l'a pas forcément fait, et comme ça va nous permettre de nous remémorer tout ça, pour ceux qui n'ont pas vu, et pour les autres, de prendre connaissance des différentes informations. Alors, on vous parle à nouveau des muons, hein, rappelez-vous, c'est les particules dont on a parlé dans la dernière activité documentaire du cours. Donc, on vous raconte qu'ils sont produits à haute altitude lors... il n'est pas ouf, mon micro. Moi, il m'indique que tout va bien, mais tu sais quoi? Sur tes conseils, je vais débrancher, et tu me diras. Est-ce que c'est un problème juste de... Ah, il y a des petits bugs. Ça résonne. Et là, c'est mieux du coup? Ah, ok. Bon, n'hésitez pas à me dire du coup. Alors, du coup, les muons produits à haute altitude lors d'interactions entre les rayons cosmiques et les noyaux atomiques présents dans l'atmosphère terrestre traversent cette dernière à une vitesse approchant la célérité de la lumière. Certains des muons arrivant au sol possèdent une énergie suffisante leur permettant de traverser plusieurs centaines de mètres de roches avant de se désintégrer. Ils sont donc utilisés pour radiographier les volcans. Donc là, on vous montre une photo donc de capteurs qui vont détecter la présence des muons au bas de la Soufrière, qui est donc un volcan de Guadeloupe. Des données, alors je les passe en revue rapidement, on vous donne la vitesse de la lumière avec un grand nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire que là, on va faire attention de ne pas prendre le 3,0010 puissance 8, hein, puisqu'on vous demande de prendre la valeur à 9 chiffres significatifs, donc on prendra celle-ci. On vous dit ce qu'est un électron-volt. Dites-moi, c'est une unité de quelle grandeur? Une unité de quoi? L'électron-volt, c'est une unité, on en a déjà parlé, je pense, hein, quand on a fait la mécanique et l'étude des particules dans les champs électriques. Non, pas de force, Stéphane. D'énergie, ok, pour Riyad, Hugo, Damien. Effectivement, vous voyez qu'un électron-volt, c'est 1,70-19 joules. Et autant électron-volt, je pouvais avoir un doute, ne plus m'en souvenir, autant joules, tout le monde doit savoir que c'est l'unité d'une énergie. On vous rappelle l'expression du facteur de Lorentz. On vous rappelle même la seule relation que vous étiez censé connaître sur ce chapitre. Donc quand même, on vous donne tout. Ça veut dire que vous pouvez partir avec aucune information, vous allez vous en sortir, tout est dans le sujet. On vous rappelle que delta T égale gamma delta T0 et vous noterez une différence de notation par rapport à mon cours. D'accord, je vous l'ai dit, hein, livre, chaque chapitre, chaque livre, chaque éditeur de livre peut choisir donc une notation. Il n'y a pas de notation officielle ici. Donc ici, je m'adapte. Le delta TP devient un delta T et le delta TP devient un delta T0 et le delta TM devient delta T. D'accord? Donc ne vous trompez pas. On vous donne l'énergie d'une particule de masse M en mouvement. E égale gamma mc2, d'accord? Donc, dans la physique, dans la relativité, d'accord, la relation d'Einstein pour l'énergie devient gamma mc2. Et puis là, on vous raconte un petit blabla sur l'intensité d'une force magnétique. J'y reviendrai plus tard quand il s'agira de répondre à la question concernant ce point-là. On vous donne la masse d'un muon. Donc, regardez l'unité de masse, bizarre. Donc, des MeV par C carré. Donc là aussi, on y reviendra quand il s'agira d'en parler. On vous donne l'intensité du champ de pesanteur, G égale 10 newtons par kilo. On verra à quel moment c'est utile. Allez, les documents utiles à la résolution, donc ça, c'était quelque chose que l'on avait mis dans le premier chapitre du cours de terminale, hein, pour vous rappeler qu'une particule cosmique, lorsqu'elle rencontre l'atmosphère, va interagir avec les particules présentes dans l'atmosphère et il va se créer des particules intermédiaires. Donc, toute une gerbe de particules et notamment des muons qui vont donc provenir de la collision de particules du rayonnement cosmique avec l'atmosphère. Donc, on vous dit qu'ils ont été découverts en 1936 et qui sont produits à grande hauteur dans l'atmosphère, entre 5 et 30 km, à partir du rayonnement cosmique.
Allez, je lis ça. Le muon porte une charge électrique négative dans le même champ magnétique et à vitesse égale. Sa trajectoire est moins incurvée que celle d'un électron, mais plus incurvée que celle d'un proton. En admettant que sa charge électrique négative est égale à celle de l'électron, on déduit que le muon a une masse de valeur comprise entre celle de l'électron et celle du proton. Ok, j'ai lu. Pour l'instant, je ne commente pas. J'y reviendrai tout à l'heure. Un muon créé à une hauteur de 20 km doit mettre environ 67 microsecondes pour arriver au sol. Mais cette durée représente 30 fois la durée de vie du muon. 3 points de suspension qui veulent dire, tiens, il y a un petit souci. Et là, vous êtes en train de vous dire, OK, ben, cette phrase-là, c'est la phrase clé de mon cours sur la relativité. D'accord? C'est ce qu'on a essayé de montrer dans le chapitre sur la relativité. On s'est vraiment attaché à montrer qu'il y avait une différence de durée mesurée selon le référentiel que l'on considérait. Alors ensuite, on vous parle des expériences réalisées au CERN à Genève. Donc il y a sous terre un immense champ magnétique qui permet donc de créer des particules et surtout de les faire évoluer dans un environnement restreint. Donc le champ magnétique en fait permet de dévier une particule, permet de dévier la trajectoire d'une particule. Et donc en fait c'est dans un champ magnétique de forme circulaire que l'on va confiner les particules que l'on va créer et que l'on va accélérer. Et donc le fait que ce soit circulaire permet de gagner de la place. Et donc les muons qui sont créés dans le CERN vont circuler dans ce champ magnétique jusqu'à ce qu'ils se désintègrent. Et on vous dit, bien qu'un muon ne puisse survivre plus de 14 ou 15 tours selon la mécanique newtonienne, donc non relativiste, la plupart d'entre eux font quand même plus de 400 tours. Donc ça revient à dire ce que l'on vient de lire dans le paragraphe au-dessus. Tiens, bizarrement, c'est plus qu'attendu. OK. Allez, on continue. Alors là, je ne vais même pas lire, j'y reviendrai quand il s'agira de répondre à ces questions-là. Allez, je passe directement sur les muons créés en haute atmosphère. Et on vous met le titre, dilatation des durées. Là aussi, ça marque clairement le contenu de ce chapitre. Retrouvez à l'aide d'un calcul l'estimation faite dans les documents de la valeur du temps de parcours d'un muon créé à une altitude de 20 km pour arriver jusqu'au sol. Donc, vous vous rappelez, on ne stresse pas, petite question de début de sujet, ça veut dire que c'est faisable et que tout le monde doit savoir le faire. Donc, on vous demande de calculer une durée, un temps de parcours. Donc, très bien, Élise, tu dis delta t, je rajouterai le delta t égale B sur V, parfait. Donc, la distance à parcourir, c'est les 20 km. Donc, tu n'as pas oublié de les mettre en mètres. Sur la vitesse, et OK, OK, OK. Allez, tiens, qui veut critiquer la réponse écrite d'Élise? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ouais, oui, Chloé, les chiffres significatifs, très bien. Et alors, du coup, qu'est-ce qui me gêne? Maxime, est-ce que tu es capable de me dire ce qui me gênait dans la oui, voilà, très bien, Élise. Après, je me doute bien que c'était peut-être pour écrire plus vite, il n'y a pas de souci, hein. D'accord? Non, du coup, effectivement, 20 puissance 3 pour garder les 2 chiffres significatifs, parce que si vous écrivez 20 000, c'est pas faux mathématiquement, hein, mais du point de vue de la physique, bah, vous passez de 2 chiffres significatifs à 5 chiffres significatifs et ça, on n'en sait rien. On ne sait pas si c'est 20 000 mètres, on sait que c'est 20 kilomètres. Et du coup, ça peut très bien être 20 003 mètres ou même 20 010 mètres. OK? Donc, on a une incertitude sur l'évaluation de cette distance et donc on ne peut pas se permettre de l'écrire sous la forme 20 000. Donc, on va garder le 20 10 puissance 3. Très juste. Donc, je bascule sur le diaporama que je faisais pour que vous ayez donc le corrigé sous les yeux. Donc, en considérant que les muons… Alors oui, moi, je n'ai pas fait comme Élise en fait. Élise, j'ai vu que pour la vitesse, tu as pris donc la vitesse de la lumière fois 0,9992. Et effectivement, pourquoi 0,9992? Je crois que je l'ai vu là. Alors déjà, c'est 4.
D'accord? Donc c'est la vitesse du muon. Alors Élise, attention, c'est la vitesse du muon dans l'expérience réalisée au CERN à Genève. D'accord? Donc il n'y a pas de souci, hein, j'ai vu que dans la correction aussi avec ça, c'est la vitesse du muon, donc dans, le CERN à Genève. Moi, j'ai utilisé la vitesse de la lumière. Regardez, il y a marqué: «Les muons produits à haute altitude traversent cette dernière à une vitesse approchant la célérité de la lumière». On m'en dit pas plus. D'accord? Donc c'est à moi de me débrouiller. Donc soit vous faites comme ce qu'a fait Élise et il y a aucun souci, ce sera juste, hein, d'accord? Soit vous faites comme ce qu'a fait Élise, donc vous prenez la vitesse donc qui approche vitesse de la lumière en vous basant que c'est le 0,9994, je crois, fois la vitesse de la lumière, soit vous vous approchez par la vitesse de la lumière puisqu'on n'en sait pas beaucoup plus. D'accord? Dans un cas comme dans l'autre, vous trouvez la même valeur. D'accord? Ça ne change rien. Donc moi j'ai considéré qu'il, se déplaçait à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, donc j'ai pris la vitesse de la lumière, je fais ce calcul et je tombe sur 6,710 - 5. Attention, on a un résultat en secondes et c'est ça qu'il faut convertir en microsecondes. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Je suppose que oui. Donc je répète, hein, c'était pas évident de savoir quelle vitesse prendre. Vous pouvez prendre les 2. Soit directement la vitesse de la lumière parce que quand même on vous dit: «Bah, c'est proche» et on vous dit pas plus que ça. Soit vous vous dites: «Bon, bah, puisque j'ai pas d'infos, je vais prendre celle qui est donnée dans l'expérience au CERN». OK? Les 2 étaient possibles. Alors on continue, les questions. Donc on est toujours dans les muons dans l'atmosphère et on passe à la question 1.1.2. Albert Einstein publie en 1905 une nouvelle théorie intitulée la relativité restreinte qui remet en cause la mécanique classique, énoncer le postulat d'Einstein relatif à la vitesse de la lumière. Donc ça fait partie du peu de définitions que vous avez à connaître sur le chapitre, du peu de conclusions. Donc il y avait celle-ci et le delta T m gamma delta TP, donc ça fait pas grand-chose. Donc quel est le postulat d'Einstein relatif à la vitesse de la lumière? Qu'est-ce qu'il fallait dire? La vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels galiléens. Elle ne varie pas, très juste. D'accord? Parfait. Donc je vous l'ai rappelé ici et forcément j'ai mis, la totale, j'ai fait un copier-coller de ce qu'il y avait dans le cours. La vitesse de propagation de la lumière dans le vide est indépendante du mouvement de la source lumineuse. Ça veut dire que la loi de composition des vitesses ne s'applique pas pour la lumière. C'est ce qu'on avait fait dans l'activité documentaire 1 quand on avait traité de l'interféromètre de Michelson. D'accord? Elle est invariante. Elle vaut toujours 3,0010 puissance 8 mètres par seconde. Allez, on continue. 1.1.3, expliquer sans calcul en quoi la détection d'un nombre important de muons au niveau de la surface terrestre constitue une preuve expérimentale de la dilatation des durées. Alors, c'est ce qu'on a fait dans l'activité documentaire 4 hein, de la fin du chapitre, donc c'est pas nouveau. En quoi la détection donc d'un nombre important de muons permet de prouver la dilatation des durées. Alors, il y a plusieurs, éléments à noter pour répondre correctement et complètement à la question. Donc c'est pas évident de mettre tout ça sur le chat. Non, pas de retour. Alors du coup, eh bien, il y a la phrase importante qu'il va falloir relever, hein, pour montrer que vous avez compris de quoi on parle. La phrase importante, c'est celle que je lisais tout à l'heure avec vous, hein. Un muon créé à une hauteur de 20 km doit mettre environ 67 microsecondes pour arriver au sol, mais cette durée représente 30 fois la durée de vie du muon. Allez, qui me dit de quels événements on parle? Quel est le référentiel propre? Quel est le référentiel impropre? Allez, dites-moi tout ça, défrichez-moi, analysez-moi la situation. Alors, le muon, c'est le référentiel propre parce que c'est dans ce référentiel, c'est
par rapport aux muons que quels événements ont lieu au même endroit, Chloé? Quels sont les événements qui nous intéressent? Qu'est-ce qui fait que je déclenche le chrono? Qu'est-ce qui fait que j'arrête le chrono? La création et la désintégration du muon, parfaitement. Donc, par rapport au muon, ben, quand le muon se crée, eh bien, ça a lieu au niveau du muon, et quand le muon se désintègre, par rapport au muon, ça a toujours lieu au même endroit. Donc, le muon constitue le référentiel propre. Par contre, dans le référentiel terrestre, qui est le référentiel impropre, la création du muon va se faire en altitude, hein, on a dit entre 5 et 30 km, je crois, dans l'atmosphère, et la désintégration, ben, elle va se faire à un autre endroit parce que le muon a une vitesse, donc il se déplace, il va donc pouvoir parcourir une certaine distance avant de se désintégrer. D'accord? Donc le référentiel propre, c'est le référentiel du muon. Dans quel référentiel j'ai la durée la plus courte? OK, très bien pour Riyad. C'est dans le référentiel propre que je mesure la durée de vie la plus courte. Donc, par rapport au muon, j'ai une durée de vie qui est apparemment, elle vaut combien la durée de vie du muon? Si je vous demandais de la calculer, il y avait marqué faites pas de calcul, hein. Mais si je vous demandais de la calculer, elle vaudrait quoi? En 2 secondes, pas le résultat, dites-moi le calcul juste. Vous avez l'info sous les yeux, hein. Très bien, Damien, 67 sur 30. Parfait. OK? Donc, puisque 67 microsecondes, c'est 30 fois la durée de vie du muon, ben, la durée de vie du muon, c'est 67 divisé par 30. Donc, la durée de vie du muon est bien plus courte vue du muon que vue depuis le référentiel terrestre. Donc, depuis le référentiel terrestre, je comprends que eh bien, le muon va parcourir une distance plus grande. Et ceci explique qu'au niveau du sol, je vais pouvoir récupérer un grand nombre de muons parce que du fait de la dilatation des durées, la durée de vie du muon dans le référentiel terrestre est plus grande que la durée de vie du muon dans le référentiel muon. J'espère que c'est clair. Donc pareil, pour ceux qui veulent la comparaison, je vous l'ai mise là. D'accord? C'est tout ce que je viens de dire à l'oral. Merci Riyad. D'accord? Donc tout ce qu'on a dit là, je vous l'ai mis là. Donc delta t égale gamma delta t0, puisque gamma est plus grand que 1, d'accord? C'est le principe, les muons, la vitesse de la lumière est une vitesse limite. Donc toute vitesse étant inférieure à c, eh bien gamma est forcément plus grand que 1. Donc delta t est plus grand que delta t0. C'est le principe de la dilatation durée. Et ceci est mesurable quand la vitesse est très grande et proche de la vitesse de la lumière, ce qui est le cas ici. Donc, je vais pouvoir le mesurer. C'est pas rien. Je passe de 67 divisé par 30 à 67 microsecondes. Donc, il y a vraiment un gros décalage. Et ça, je vais pouvoir le visualiser. OK? Allez, je reviens sur le sujet et on passe à la question 1, 1, 2. 1, 1, 2. Alors, pourquoi peut-on dire que le muon, le proton et l'électron sont soumis à une force magnétique de même intensité lorsqu'ils pénètrent à la même vitesse dans un champ magnétique? Alors, je n'ai pas fait de cours là-dessus, d'accord? Donc là, on ne commence pas à se dire: «Ah, je ne me rappelle pas, c'était dans quel chapitre? Non, je ne vois pas», et cetera. Donc ça veut dire que l'info est dans le texte. Donc pourquoi peut-on dire que le muon, le proton, l'électron sont soumis à une force magnétique de même intensité lorsqu'ils pénètrent à la même vitesse dans un champ magnétique? Donc on va chercher l'info. Allez, c'était le petit paragraphe que j'ai passé tout à l'heure. Pas celui-ci, celui-là. Dans les données, on supposera que dans les conditions de l'expérience, une particule chargée en mouvement dans un champ magnétique est soumise à une force magnétique d'intensité proportionnelle à la vitesse de la particule, à la valeur absolue de sa charge et au champ magnétique. Donc, en terminale, il n'est pas dans le programme d'étudier la force magnétique. D'accord? Ce sera en post-bac. Donc, on vous dit cependant que la force magnétique, si on devait écrire son expression littérale, on aurait F égale, et de l'autre côté, il y aurait un V. Il y aurait la valeur absolue de la charge, donc Q entre les deux barres, d'accord? Et on aurait B, le champ magnétique. Donc, voilà l'info dont vous avez besoin.
Et je reviens sur la question. Alors désolé, ça défile, c'est pas agréable. Pourquoi peut-on dire que le muon, le proton et l'électron, qui seraient soumis à une force magnétique de même intensité, lorsqu'ils pénétreraient à la même vitesse dans un champ magnétique? Pourquoi ils seraient soumis à cette force de même intensité? Est-ce que vous avez des éléments de réponse à me donner? On a vu que la force magnétique dépend du champ magnétique, de la vitesse. Or, on est en train de vous dire que ces 3 particules chargées rentrent dans le même champ magnétique, hein, donc le B sera le même pour les 3, donc OK, ce n'est pas ça qui va varier. Qu'ils arrivent avec la même vitesse, donc ce n'est pas ça non plus qui va faire varier la force magnétique. Il reste donc plus que quoi? Quelle est la 3e grandeur qui fait varier la force magnétique? Non, Victor. Non, Riyad. Tiens, c'est bizarre. Alors j'ai 2 retours, 2 mauvaises réponses. Donc je retourne, j'espère que vous voyez l'écran défiler, hein. Je retourne là-dessus. Donc dans les données, on supposera que dans les conditions de l'expérience, une particule chargée en mouvement dans un champ magnétique est soumise à une force magnétique qui dépend, qui est proportionnelle à la vitesse, à la valeur absolue de la charge et au champ magnétique. Point. Et il est écrit, cette force est indépendante de la masse de la particule. C'est-à-dire qu'il y a, dans F égale, il n'y a pas de M de l'autre côté. D'accord? OK. Voilà. Du coup, il reste la charge. Forcément. Il reste la charge. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la charge du proton par rapport au muon, par rapport à l'électron? Et là, du coup, je vous renvoie à une autre partie ici du texte. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Vous l'avez sous les yeux. Trouvez-moi l'info. Qu'est-ce qu'on peut dire de la charge entre le muon, le proton et l'électron? Alors, la charge est égale à celle de l'électron. C'est égal, c'est écrit ici. Je n'arrive pas à le surligner. Bref, vous l'avez dans cette ligne-là. D'accord? Sa charge électrique négative est égale à celle de l'électron. Donc, si je reviens sur ce que l'on a dit, on a la force magnétique, si je l'écris Fm, qui est proportionnelle. Proportionnelle, c'est ça l'abréviation, un alpha, proportionnel au champ magnétique, à la vitesse des particules et à la valeur absolue de la charge. On vous dit que le muon, le proton et l'électron sont dans le même champ magnétique, donc forcément, ils auront le même B, ce n'est pas ça qui va faire varier la force. Ils pénètrent dans ce champ magnétique avec la même vitesse, donc ce n'est pas ça qui va faire varier la force. Et donc, il ne nous reste plus à parler de la charge. Et vous venez de me dire que la charge du muon, puisqu'on l'écrit comme ça, le muon avec un mu, la charge du muon, on vous dit que c'est la même charge que celle de l'électron. C'est donc moins E. Rappelez-vous, l'électron porte une charge élémentaire négative. Donc, la charge de l'électron, c'est moins E. Et la charge du proton, c'est quoi? Ça, vous devez le savoir depuis la classe de première. Hein. Un proton, puis même avant, vous le saviez d'ailleurs depuis la classe de seconde. Quelle est la charge du proton? Égale à celle de l'électron, mais avec un plus. Donc, c'est plus E, la charge élémentaire. D'accord? Donc, comme dans l'expression de l'intensité de la force magnétique, c'est la valeur absolue qui intervient, eh bien, la valeur absolue de la charge du muon est égale à la valeur absolue de la charge de l'électron, est égale à la valeur absolue de la charge du proton, c'est égal à E. On vient donc de montrer que le muon, le proton et l'électron sont donc soumis à la même force magnétique lorsqu'ils pénètrent dans le même champ magnétique avec la même vitesse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
OK pour ceux qui s'expriment. N'hésitez pas, hein, surtout ceux qui ne comprendraient pas, je peux réexpliquer une autre fois, il n'y a pas de souci. Merci. OK? Donc on a vu que quand je mets ces 3 particules chargées dans un champ magnétique, elles vont donc subir la même force magnétique. Donc je reviens sur le sujet et la question qui a pu du coup vous embêter était la suivante. On est toujours dans la 1-2. Il est écrit: justifier pourquoi la différence de courbure alors observée permet d'affirmer que le muon a une masse intermédiaire entre celle du proton et celle de l'électron. Donc on vient de dire que tous les 3 sont soumis à la même force magnétique. Comment expliquer alors que dans le champ magnétique, le proton et l'électron et le muon n'aient pas la même trajectoire? Alors effectivement, Chloé, ça ne peut dépendre que de la masse, et d'ailleurs c'est ce qui est sous-entendu dans la question, hein, justifier pourquoi la différence de courbure alors observée permet d'affirmer que le muon a une masse intermédiaire entre celle du proton et celle de l'électron. Donc ok, c'est dû à la masse, mais nous, quoi, le sujet attend que tu justifies pourquoi. Alors je retourne sur la partie du texte qui vous intéresse ici, donc c'est ici. Dans le même champ magnétique et à vitesse égale, sa trajectoire est moins incurvée, on parle du muon, que celle d'un électron, mais plus incurvée que celle d'un... Et oui, mais pourquoi la trajectoire n'est pas la même? Donc, si je montre sur ce tableau ce que me dit l'énoncé, eh bien, la trajectoire du muon est moins incurvée que celle de l'électron. Donc, celle de l'électron, je vais la faire comme ceci. Voici l'électron, donc elle est incurvée. Celle du muon est moins incurvée. Donc ça, c'est le muon. Et on vous dit que elle est plus incurvée malgré tout que celle du proton. Alors, je crois que je me suis trompée. Sa trajectoire est moins incurvée. Alors, moins incurvée que celle d'un électron. Voilà, plutôt, j'inverse. Donc, l'électron. Le muon est moins incurvé pardon, que celui de l'électron, mais plus incurvé que celle du proton. Donc, voilà le proton. OK? Donc, voilà les observations expérimentales. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas. Ah, tu es le seul, Hugo, alors. D'accord? Donc, je viens de mettre les infos de l'énoncé sur le tableau. Donc, j'ai un électron, on vous dit la trajectoire est moins incurvée, donc ça veut dire que celle de l'électron est plus incurvée. Donc, j'ai fait une trajectoire de l'électron incurvée. Celle du muon, elle est moins incurvée que celle de l'électron, mais elle est quand même plus incurvée que celle du proton. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et on vous dit, expliquez pourquoi ceux-ci se justifient par leur différence de masse. Alors, on te dit que tu me dis... Adrien, donc il y a 3 trajectoires à voir, d'accord? Alors, la masse du muon, pour Chloé, ce serait plus lourd que le proton et plus léger que l'électron. Est-ce que ça, vous le validez? Alors, j'en ai 2 qui valident ce que me dit Chloé. Comment le justifier? Alors, moi, j'ai besoin d'une justification. C'est la réponse qu'on attend ici. Alors, on vous a dit que la force magnétique ne dépend pas de la masse. Par contre, si vous vous rappelez, en seconde, on a parlé d'une notion très importante. Quel est l'effet, quel est le lien entre masse et force? Quelle que soit la force, que ce soit une force magnétique, une force électrique, le poids, d'accord? Quelle que soit la force, on a fait un lien en classe de seconde entre une force et la masse. Qui peut me la formuler sous forme de phrase?
Non, même pas, parce que là, tu serais en niveau, terminal, Victor. Juste niveau seconde. Avec la gravité, alors c'est compliqué tout ce que vous me dites. Alors je vais vous prendre un exemple très simple. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous êtes, allez, vous êtes sur un terrain, allez, vous préférez quoi? De rugby. Allez, on est sur un terrain de rugby, et je vais, j'ai même plus le terme, je suis trop nulle. Qu'est-ce qu'ils font, ceux qui sont en première ligne? Ils, c'est quoi le verbe? Plaquer. Voilà, merci, excuse-moi. Alors, il plaque. Alors, est-ce que donc vous avez un adversaire qui arrive avec une certaine vitesse, vous voulez le plaquer. Donc, vous allez, vous mettre sur sa trajectoire, et vous allez donc exercer une force sur cet adversaire. Dites-moi, donc cette force, elle dépend de vos muscles et cetera, bref. Et puis elle va dépendre l'effet de cette force va dépendre de la masse de l'adversaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre force aura plus d'effet si l'adversaire est léger ou si l'adversaire est lourd? Je pense que 100 des élèves ont la réponse à cette question. Je parle de la masse de l'adversaire, Chloé, hein, attention. Donc pour les 3 qui me répondent, Maxime, Élise, Charline, effectivement, la force de celui qui va plaquer aura d'autant plus d'effet que l'adversaire qui l'a plaqué est léger. D'accord? Même chose, si je fais du lancer de poids, eh ben, plus le poids est léger, eh ben, plus la force que j'exerce sur lui va le propulser plus loin. D'accord? Donc je comprends, et c'est ce que l'on avait écrit en rouge dans le cours de seconde, qu'une force a d'autant plus d'effet que l'objet sur lequel elle s'exerce a une masse faible. OK? Donc ça, c'est très important. Donc l'effet d'une force est d'autant plus important que la masse du système est faible. Alors maintenant que l'on a fait ce rappel, est-ce que vous me validez la réponse de Chloé? Autrement dit, je vous en pour ce qu'elle m'a dit, voilà. Est-ce que ça, du coup, vous le validez? Merci Charline, c'est l'inverse. D'accord? Donc je vois que protons, muons et électrons, je les mets dans un champ électrique, j'arrive à les accélérer, donc à leur communiquer une vitesse importante. Le but, c'est de leur donner une vitesse très très proche de celle de la lumière, donc je vais les accélérer à une vitesse très très grande. Et puis, pour que je puisse gérer l'expérience, et j'ai pas énormément de place, je vais obliger ce mouvement à se faire donc dans un anneau. Hein, vous l'avez compris. Donc pour cela, je place ces charges dans un champ magnétique et leurs trajectoires vont donc s'incurver plus ou moins selon leur masse. Donc je me rends compte, d'après ce que je visualise expérimentalement, si l'électron a la trajectoire la plus incurvée, ça veut dire que lui subit une force plus importante. Pourquoi? Parce que sa masse est plus faible. D'accord? Donc il subit la même force que les deux autres, que le proton ou que le muon, la force est la même, mais elle a plus d'effet sur l'électron parce que l'électron est plus léger. Donc j'en déduis que la masse de l'électron est plus petite que la masse du muon, qui est elle-même plus petite que la masse du proton. Alors, on ne vous demandait pas d'aller aussi loin, puisqu'on vous demandait juste de dire que c'était lié au fait que la masse du muon était intermédiaire. Et la justification, il fallait l'amener en disant que l'effet d'une force est d'autant plus important que la masse du système est faible. Donc, je répète bien, les 3 charges sont soumises à la même force. Hein, c'est ce qu'on a répondu en début de question, puisqu'elles dépendent de B, de V et de la valeur absolue de Q. Or, B est le même, V, c'est la même chose, et Q, elles ont la même charge en valeur absolue. Donc, ces 3 particules sont soumises à la même force. Par contre, du fait de leur masse différente, l'effet de cette force ne sera pas la même sur les 3 particules. OK? Alors, j'espère que c'est bon. Du coup, je repasse sur mon écran où vous avez la correction. Donc, je mettrai en pièce jointe du cahier de texte la correction. Donc, voilà l'explication. Par contre, je n'avais pas fait le schéma, effectivement, donc peut-être que les deux se complètent. Voilà pour ça, je n'ai pas de retour, donc je suppose que c'est bon. Je continue sur les questions. Merci Chloé.
Sans prendre l'image du plaquage, vous pouvez expliquer? OK, je te prends Riyad, je prends pas l'image du plaquage, je te prends l'image du lancer de poids. Le lancer de poids, ça allait pas non plus comme exemple? Je prends un poids, je lance un poids d'1 kg, je lance un poids de 5 kilos. J'y mets la même force, hein, elle est liée à mes muscles, ça je peux pas trop changer, donc je pousse de toutes mes forces. Donc c'est lié à celui qui va lancer le poids, ça c'est sûr. Mais la même personne qui lance un poids de 1 kg et un poids de 5 kilos, tu vas voir une différence sur l'effet de la force que tu as exercée. Il y en a un qui ira bien plus loin. Donc l'effet d'une force est d'autant plus important que la masse est faible. Ça, c'est très important. Donc, c'est ce qui est à l'origine de l'observation expérimentale qui est faite ici sur les trajectoires des différentes particules. Allez, donc le 1-2 est terminé. À la suite des questions, et cette fois, nous arrivons dans la partie 2, les muons au CERN. Alors, justifier à l'aide d'un calcul l'affirmation « ces muons ont un temps de vie environ égal à 30 fois leur temps de vie au repos ». Donc, ça y est, on y est sur le calcul, hein. Le fameux delta Tm égale gamma delta Tp, on va devoir l'appliquer ici. Et puisque les muons ont un temps de vie environ égal à 30 fois leur temps de vie au repos, qu'est-ce que signifie le 30, s'il vous plaît? Que représente le 30? Si je traduis ça sous forme d'une relation, d'une expression mathématique, on a du coup delta T ou delta Tm, hein, suivant la notation, égale 30 fois delta Tp ou 30 fois delta T0. Donc, ça veut dire que gamma est égal à 30. OK? Donc, il faut justifier que gamma est égal à 30. Bon, ben, on va se faire le calcul. OK? Alors, le calcul du gamma, ben, ça, c'est pas nouveau, on l'a déjà fait plusieurs fois. Alors, je ne sais pas s'il y a besoin que je le fasse sur le tableau blanc. Là, je vous montre directement la correction. Donc, on fait delta t égale gamma delta t0. Je me suis adaptée en notation d'exo. Je cherche à calculer gamma. Donc, gamma, c'est delta t sur delta t0. Et c'est donc ce qui est donné dans les données, hein. Cette expression-là vous est donnée, vous n'avez pas à la retenir. Donc, je n'ai plus à faire une application numérique. Et là, je prends, bien sûr, pour la vitesse des muons, la vitesse donnée dans l'énoncé comme étant 0,9994 fois c. Et donc, en faisant ceci, regardez, les c se simplifient et il reste seulement 1 moins 0,9994 au carré. Donc, quand vous faites ce calcul, vous trouvez pour gamma 28,87 28,87 quoi? Très bien, Émilie. Très bien, pas d'unité, hein. On le voit ici, puisque c'est delta t sur delta t0, c'est une durée sur une durée, donc des secondes sur des secondes, ça se simplifie, c'est donc une grandeur sans unité, d'accord? Donc on trouve 28,87. Est-ce que vous voulez critiquer les chiffres significatifs? Personne ose. Ok, c'est bon pour toi, Riyad. Alors, qui peut critiquer ou justifier du coup, puisqu'effectivement, j'ai fait attention de mettre le bon nombre de chiffres significatifs. J'en ai mis 4, puisqu'ici, vous faites bien gaffe, ce ne sont pas des résultats de mesure, le 1 qui a là et le 1 qui a là, d'accord? Donc, ce sont des nombres infiniment précis qu'on va écrire sous la forme 1 pour ne pas mettre 1,0000 infiniment, d'accord? Donc, ce qui va vous donner le nombre de chiffres significatifs, c'est des mesures et on vous annonce la vitesse des muons avec 4 chiffres significatifs ici, d'accord? Faites bien gaffe, hein, je sais que parmi vous, il y en a encore qui comptent les zéros. Donc non, on compte à partir du premier chiffre non nul. Donc 1, 2, 3, 4. À partir du 9, donc. OK? Alors du coup, on a bien montré que la durée impropre est à peu près 30 fois égale à la durée propre. 28,87, si on l'arrondit, hein, ça fait à peu près 30. OK, donc tout va bien.
On continue sur le sujet. La question 2.2. Vérifiez alors la cohérence entre les valeurs 14 ou 15 tours et 400 tours données dans les documents. Et faites bien attention au petit mot « alors ». D'accord? Ce serait identique à « en déduire alors », en déduire. Donc, ça veut dire qu'on se sert de ce que l'on vient de dire pour justifier le 14-15 tours et le 400 tours. Alors, d'où ça sort ce machin-là? Je reviens sur le sujet. C'est à cet endroit-là que ça sort. Donc, en 1976, des expériences réalisées au CERN à Genève ont permis de produire un faisceau de muons de vitesse, blabla, injectés dans un grand anneau de stockage où ils sont confinés par des aimants puissants qui vont générer un champ magnétique important. Ces muons circulent jusqu'à leur désintégration. Bien qu'un muon ne puisse survivre plus de 14 ou 15 tours selon la mécanique newtonienne, la plupart d'entre eux font plus de 400 tours. Et la dernière phrase, les détecteurs d'électrons entourant l'anneau ont montré que ces muons ont un temps de vie environ égal à 30 fois leur temps de vie au repos. Alors, il suffit de faire dans cette question, on vient de calculer que le rapport entre la durée de vie impropre et la durée de vie propre est égal à 28,87, d'accord? Donc l'un, c'est sans tenir compte des effets relativistes, c'est-à-dire dans le référentiel propre, et l'autre, c'est en tenant compte du déplacement de la particule. Eh bien, c'est bien ce que l'on a là, sans tenir compte des effets relativistes, c'est-à-dire en se passant dans la mécanique de Newton, on ne vous dit pas de justifier le 14 ou 15 tours. On vous demande de justifier la cohérence entre le 14 ou 15 tours qui devient 400 tours. Donc, comment expliquer ça? Eh bien, non, je vous laisse la parole peut-être. Du coup, que répondez-vous? On multiplie par 30, effectivement. D'accord? Donc, dans la correction que j'ai faite, je n'ai pas multiplié par 30 puisque j'avais trouvé 28,87. Donc, j'ai pris 14 multiplié par 28,87, je trouve 404. Et j'ai pris 15 multiplié par 28,87, je trouve 433. Et dans les deux cas, on trouve bien plus de 400 tours. D'accord? Donc, voilà tout ce qu'il fallait mettre. Effectivement, vu que la durée de vie impropre des muons est 30 fois plus grande que leur durée de vie propre, s'ils étaient capables de faire 14 ou 15 tours dans leur propre référentiel, vu de l'air, ils en feraient combien? D'accord? Donc 30 fois plus. Ça marche. Allez, donc maintenant, on passe à une application concrète de l'utilisation de ces muons. Je crois que ça avait été une question qui avait été posée. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces muons? Quelle est la place de la relativité? Quelles sont les applications possibles? Donc, on a vu dans le système GPS. Eh bien, là, on voit qu'il est possible de radiographier des volcans. Donc, elle utilise des muons quasi horizontaux. Ceux-ci vont traverser la roche et forcément, à travers leur déplacement à travers la roche, certains seront absorbés. Et donc, en comparant ce qu'on retrouve de l'autre côté du volcan par rapport à ce qui est rentré ici, on peut en déduire quelle est l'épaisseur de roche traversée. D'accord? Et faire donc une radiographie du volcan. Alors là, on vous raconte plein de blabla. Je vais passer, j'y reviendrai quand on en aura besoin. Là, on vous montre la carte du volcan de la Soufrière. C'est le volcan qui nous intéresse dans ce sujet. On vous dit que la surface S grisée, qui est proche de celle d'un disque de diamètre D, correspond à la surface exposée au flux de muons. Donc ça, c'est la surface. Donc je me doute bien, regardez, il y a une petite échelle qu'il va falloir que je fasse quelque chose de cette surface en gris. Allez, on y va. Question 3.1. Pourquoi un muon ordinaire d'énergie moyenne de 4 GeV, giga-électronvolts, ne peut pas être utilisé pour radiographier la soufrière? Donc, je suis comme vous, je suis élève, j'ai pas trop lu le blabla, ou du moins je l'ai lu, mais je savais pas ce que j'y cherchais, donc aucun intérêt. Maintenant, par contre, je vais y retourner. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les muons ordinaires d'énergie moyenne de 4 GeV. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être utilisé? Alors, à quel moment on parle d'un muon ordinaire? Allez, je vois du 4 GeV là, ça attire mon regard. Donc, on vous dit que au niveau du sol, le flux moyen de muons est d'environ 1 muon par centimètre carré par minute. Chaque muon perd en moyenne 2 MeV par centimètre de roche traversée. Très bien.
hein, et les muons ordinaires ont une énergie moyenne de 4 GeV. Voici la saisie d'infos. D'accord? Chaque muon perd en moyenne 2 MeV, 2 mégaélectronvolts par centimètre de roche traversée. Donc, je vais faire un parallèle entre la carte de la soufrière, je vais donc savoir combien il y a de centimètres à traverser, et du coup, si avec un muon de 4 GeV, je peux traverser la soufrière. Et normalement, je ne peux pas puisque c'est ce que je dois montrer. D'accord? Donc, on va commencer par déterminer le diamètre du volcan. Alors, vous regardez que, bien sûr, tous les élèves qui vont faire la mesure auront tous une valeur différente parce que suivant que vous allez prendre le diamètre ici, le diamètre là ou le diamètre ici, vous n'avez pas la même valeur, ce n'est pas vraiment un disque parfait. OK? Donc, je vais commencer par mesurer le diamètre. C'est un simple produit en croix. Je l'ai fait sur mon écran que j'ai sous les yeux. D'accord? Donc, avec ce grandissement-là, si je place ma règle sur mon écran, d'accord, moi, hein, en prenant la verticale de là à là, ok, je mesure 20 cm sur mon écran. Ok? Donc, je sais que le diamètre de la soufrière mesure 20 cm et grâce à l'échelle, je vais devoir trouver à combien de mètres cela correspond en vrai. D'accord? Donc, je mesure ici la longueur de l'échelle. Quand je mesure ceci, toujours pareil sur mon écran, moi, je trouve 9,8 cm. Donc, petit produit en croix, 9,8 cm, ça correspond à 500 mètres, donc 20 cm, ça correspond à combien? D'accord? C'est le petit produit en croix que je commence par faire. Alors, excusez-moi, je n'avais pas caché la suite, donc voilà. OK. Donc, la soufrière a un diamètre de 20 cm sur la carte, soit en tenant compte de l'échelle, produit en croix, je trouve 1020 mètres, ce qui fait à peu près 1 km. Et plutôt que de le mettre en kilomètres ou de le garder en mètres, puisqu'on a vu que un muon perdait tant de mètres par centimètre traversé, j'ai intérêt à le convertir en centimètres. D'accord? Donc, 1,10 puissance 3 mètres, c'est le résultat. J'ai gardé 2 chiffres significatifs parce que je ne suis pas capable de faire une mesure plus précise que 2 chiffres significatifs en termes de centimètres. Un chiffre après la virgule, c'était bien suffisant. Donc, je dis que j'ai 1,3 10 puissance 3, 1,0 pardon, 10 puissance 3 mètres. Et quand je convertis en centimètres, n'oubliez pas qu'un mètre, c'est 100 centimètres. Donc, 10 puissance 2, je passe à 10 puissance 5. OK? Donc, j'ai le diamètre de la soufrière. Donc, j'insiste bien, il y en a qui auront 850 mètres, d'autres qui auront 1100 peut-être. Bref, on ne vous en voudra pas là-dessus. Le but n'est pas de prendre 10 diamètres et d'en faire une moyenne, on n'a pas le temps. Donc, voilà ce que j'ai. Revenons sur le sujet. Pour l'instant, j'ai juste mesuré donc, le diamètre de la soufrière. Et rappelez-vous, chaque muon perd en moyenne 2 MeV par centimètre de roche traversée. Bon, ben, je vais voir, en fait, je vais calculer l'énergie qu'il faudrait pour pouvoir traverser toute la soufrière. D'accord? Sachant que je perds 2 MeV par centimètre. Qu'est-ce que je dois faire comme calcul pour savoir quelle est l'énergie qu'il faudrait pour que le muon puisse traverser tout le volcan de la soufrière? Autrement dit, le 1 km de roche. Allez, qui me dit quel calcul je dois faire? De MeV fois 1 10 puissance 5, tout simplement. Merci Charline. Donc effectivement, vous faites 2 MeV par 1 10 puissance 5, d'accord? Et vous trouvez 2 10 puissance 5 MeV.
attention, si je veux 2 10 puissance 5 MeV en GeV. Allez, combien les muons ordinaires ont une énergie de 4 GeV, 4 gigaélectronvolts. Moi, je viens de calculer que pour pouvoir traverser la soufrière, sachant qu'ils perdent 2 MeV par centimètre, que ma soufrière mesure 1 km, c'est-à-dire 1 10 puissance 5, je calcule qu'il faudrait que mon muon ait une énergie de 2 10 puissance 5 MeV. Merci de me dire combien ça fait de GeV. Ça fait 20 GeV pour Riyad. Alors, un GeV, c'est quoi, Riyad? Giga, c'est quel multiple de 10? Le giga et le méga, alors Riyad? Ok, donc faites attention, effectivement, le giga, c'est 10 puissance 9, Riyad, et le méga, c'est 10 puissance 6. Donc, entre le méga et le giga, j'ai un 10 puissance 3, d'accord, d'écart. Donc, 2 10 puissance 5 MeV, ça fait combien de GeV? Allez, on réessaie. Ok, ok, et 10 moins 3, Riyad, parfait, ça marche aussi. Donc, 2 10 puissance 5 MeV, c'est 2 10 puissance 2 fois 10 puissance 3 MeV. Et 10 puissance 3 MeV, c'est des GeV, donc ça fait 2 10 puissance 2 GeV. 2 10 puissance 2, ça fait 200. Donc, il faudrait qu'un muon ait au moins une énergie de 200 gigaélectronvolts pour pouvoir traverser le volcan de la soufrière. Or, un muon ordinaire a une énergie de 4 gigaélectronvolts. Il ne peut donc pas être utilisé pour radiographier la soufrière, puisque je ne le recevrai pas de l'autre côté, il sera absorbé entre-temps. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ce n'est pas un calcul difficile, c'est des calculs tout simples, juste ne pas se tromper dans les conversions. D'accord? Est-ce que c'est bon? Je continue? Allez, c'est bon pour Damien, Charline, Chloé? Allez, j'enchaîne. Je reviens sur le sujet. Donc, la question 2, 3, 1 pardon, est faite. Donc, c'est essentiellement des calculs dans cette partie 3. Hein. Donc, maintenant, on est à la 3.2. Déterminer l'ordre de grandeur de l'énergie apportée pendant 1 minute par le flux de muon ordinaire sur la surface de la soufrière. Et on verra après la suite de la question. Donc, je relis. Il faut avoir une idée, un ordre de grandeur de l'énergie apportée pendant 1 minute par le flux de muon ordinaire. Donc là aussi, je me dis, ah ouais, mais ça, je l'ai lu tout à l'heure sans faire gaffe. Je me rappelle qu'on m'a parlé du flux. Le flux, c'était au niveau du sol, le flux moyen de muons est d'environ 1 muon par centimètre carré et par minute. Très bien. On veut savoir quelle est l'énergie globale que je reçois par minute. Bon, et ben, je vais d'abord me poser la question combien j'ai de muons qui arrivent sur la soufrière. Donc, c'est 1 muon par centimètre carré. Et la question est laquelle? Dites-moi, qu'est-ce que je vais d'abord devoir calculer? Puisque je sais que j'ai 1 muon qui arrive par centimètre carré et par minute. Et la question concerne apporter pendant 1 minute, ça c'est bon, par le flux de muons ordinaire sur la surface de la soufrière. Très bien, Chloé, on va donc calculer la surface de la soufrière. Donc là aussi, pas besoin de grand-chose, sauf une petite relation que vous avez depuis le collège dans votre tête. Quelle est la surface de quelle forme d'ailleurs? Allez, je vous laisse répondre. Quelle est la forme de la soufrière et du coup, comment on calcule sa surface? Très bien, c'est un cercle. Hein. On a dit, on approxime ça par un disque. On vous a dit, je crois que c'est écrit là, proche de celle d'un disque. Donc, on va faire avec un disque. Et quelle est la surface d'un disque? Pi r au carré. Parfait. Très bien. Donc, le diamètre, je l'ai eu tout à l'heure. Comment le pi r au carré s'exprime en fonction du diamètre? Puisque moi, j'ai calculé le diamètre tout à l'heure. D2 sur 4, hein, puisque R, c'est D sur 2. Donc, R au carré, ça sera D2 sur 4. Parfait. Donc, pareil, je viens sur mon corriger. Alors, laissez-moi 2 secondes. Pareil, je n'ai pas caché la suite. OK.
Alors, calculons la surface de la soufrière. Donc, comme vous m'avez dit, pi fois r au carré, donc pi fois d sur 2 au carré. Le d, rappelez-vous, c'était 1 10 puissance 3 mètres, 1 kilomètre. D'accord? Donc, restez bien en mètres pour l'instant. Vous faites ce calcul et vous tombez sur 7,9 10 puissance 5 mètres carrés. Et on vous a dit qu'on avait 1 muon par centimètre carré qui arrivait. Donc, évidemment, il va falloir qu'on fasse une conversion. Alors, Victor, est-ce que tu as retenu ce que je t'ai appris la dernière fois et qui avait l'air de te faire plaisir malgré tout? Donc, un petit outil pour faire des conversions ultra simples maintenant de surface, de volume. J'ai plus besoin de retenir tous ces tableaux qu'on vous a fait apprendre au collège. Il suffit de se rappeler des conversions, toujours les mêmes, les conversions de distance de base. Donc, quelle est la différence entre le mètre et le centimètre? Un mètre égale combien de centimètres? Très bien. 1 mètre égale 10 puissance 2. Moi, je vais rester avec une puissance de 10 toujours. 1 mètre égale 10 puissance 2 centimètres. Donc, 1 mètre carré égale combien de centimètres carrés? Ok, très bien. Donc, pour ceux qui ont du mal, hein, j'avais donc une surface de 7,9 10 puissance 5 mètres carrés. Voilà comment je procède pour faire ma conversion. Je ne pense même pas à ce tableau, mais je me dis que 1 mètre, c'est 10 puissance 2 centimètres et je le mets au carré. D'accord? J'ai remplacé 1 mètre par 10 puissance 2 centimètres et comme c'était mètre au carré, je mets tout ça au carré. Donc, ça fait 7, pardon, j'ai un moins qui est apparu, là, ça ne va pas. 10 puissance 5 fois 10 puissance 4 fois, alors du coup, on ne met pas fois quand devant l'unité, centimètres au carré. Et donc, ça fait quoi, ça, en simplifiant? Ça marche, 10 puissance 9. Les puissances s'additionnent, hein, parfait. Attention de ne pas se tromper. Voilà, donc je sais que ma surface, c'est 7,9 10 puissance 9 cm². Sachant que j'ai un muon qui arrive par centimètre carré et par minute. Combien y a-t-il de muons qui arrivent sur la surface de la soufrière en 1 minute? Qui répond à cette question? Donc, je répète, hein, d'après l'énoncé, c'est 1 muon par centimètre carré et par minute. Donc, au total, combien de muons arrivent sur la soufrière? Parfait, Charline. 7,9, 10 puissance 9 muons arrivent sur la soufrière, puisqu'il y a 7,9, 10 puissance 9 centimètres carrés et qu'il y a 1 muon par centimètre carré, ben, ça fait 7,9, 10 puissance 9 muons. Et OK, ça fait à peu près 8 milliards, hein, 10 puissance 9, c'est milliards. Donc il y a 8 milliards de muons qui tombent par minute sur la soufrière. Très bien, je reviens donc sur mon écran partagé. Rappelez-vous qu'il nous faut calculer l'ordre de grandeur de l'énergie qui arrive sur la soufrière. Donc on a dit qu'il y avait 7,9 10 puissance 9 muons par minute et comme ce sont des muons avec une énergie moyenne de 4 GeV, hein, ce sont des muons ordinaires, il est bien écrit ceci. Eh bien, vous faites ce calcul, 7,9 10 puissance 9 fois 4, et vous trouvez 32 10 puissance 9 giga-électronvolts. OK? Avec 2 chiffres significatifs. Alors, je sais bien qu'en toute rigueur, hein, vu que c'est 4 GeV, il en faudrait comme. Donc, 32 10 puissance 9 giga-électronvolts. Et forcément, je reviens sur la fin de la question où vous disiez, comparer cette énergie, il y a marqué, hein, comparer cette énergie à l'ordre de grandeur d'une énergie de votre choix. OK, OK. Cette question est très, je pense, particulière et je pense que vous auriez été perturbé et handicapé par elle le jour d'une épreuve. Donc, on n'a jamais eu l'habitude de faire ce genre de choses. Donc, effectivement, c'est pour apporter du concret à votre réponse, hein. On se dit, OK, il y a une énergie reçue par la soufrière de 39 milliards de GeV.
Ouais, et alors, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Moi, honnêtement, ça me dit absolument rien. Donc voilà, on cherche à ce que vous ayez donc, à ce que vous ayez une approche plus concrète de ce à quoi ça correspond et donc on vous dit, bah, trouvez à quelle, situation de la vie de tous les jours ça pourrait correspondre. Alors, dans la vie de tous les jours, les énergies, on ne les mesure pas en GeV déjà. Donc la première étape de votre raisonnement va consister à passer de GeV à joule et là, du coup, vous allez apporter, heu vous allez confirmer que cette, façon de faire est correcte parce que si vous vous rappelez, dans le sujet, il y avait bien dans les données, ce qui allait vous permettre de faire la conversion. Vous l'avez ici, un électron-volt, c'est un 70-19 joules. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir passer des GeV aux joules. OK? Donc rappelez, je vous ai dit, hein, sur un sujet quel qu'il soit, maintenant c'est plus le bac, bref, mais vous aurez d'autres sujets dans votre vie. Chaque fois que vous avez une information, vous la cochez une fois que vous l'avez utilisée. Et donc là, on a déjà utilisé le facteur de Lorentz, on a utilisé ça. Donc là, il nous reste ça. Il nous reste ça. Il nous reste E égale gamma MC2. Donc ça, je me dis qu'il va falloir que je l'utilise d'ici la fin. Il me reste la masse du muon. Tiens, il va falloir que je l'utilise aussi. Tiens, et puis on m'a mis G, l'intensité du champ de pesanteur. Donc, bah, ça aussi, il va falloir que je m'en serve et peut-être qu'il va falloir que je m'en serve maintenant d'ailleurs. Alors, donc on y va sur la conversion. On a 32 10 puissance 9 GeV. Donc, je l'ai déjà mis en électronvolts. J'ai remplacé le GeV par l'électronvolt en enlevant le préfixe J qui, vous me l'avez rappelé tout à l'heure, représente 10 puissance 9. Donc 10 puissance 9 fois 10 puissance 9, ça fait donc combien? On l'a vu aussi ça tout à l'heure, vous avez su répondre sans problème. 10 puissance 9 fois 10 puissance 9, 10 puissance 18, sans souci. OK. Et comment je fais pour ensuite passer au joule? Je me sers de la donnée. Un électronvolt, c'est 1,60 10-19 joules. OK? Donc, ça fait 32 10 puissance 18 fois 1,60 10-19 joules. Je me sers de ce qui est donné dans le sujet. Et quand je fais ce calcul, je trouve 5 joules. D'accord? Donc, soit 5 joules si vous voulez un chiffre significatif. Effectivement, ce serait plus cohérent. D'ailleurs, ouais, d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai pas bien répondu. Qui critique? Tiens. Allez, faites-vous plaisir, critiquez-moi pour une fois. Vous avez le droit. Est-ce que vous voyez ce qu'on peut améliorer? Je vous remets la question sous les yeux, peut-être c'est ça, mais je crois bien que j'ai pas bien répondu. Alors la question, c'était la 3-2. D'accord? Je vous laisse la relire et maintenant je vais revenir sur mon corrigé et vous allez me dire où est-ce que je me plante. Allez, je reviens sur le corrigé. Allez, qui voit la boulette? Qui voit la boulette qui fait que je perdrai peut-être 0,25 d'ailleurs le jour du bac? Personne? Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Je vous remets la question sous les yeux. Qu'est-ce qu'on me demande d'indiquer? Pour moi, ça bouge plus, Tanguy? Alors là, j'ai mis le sujet sous les yeux. Tu as le sujet normalement et la question sous les yeux. Donc ça veut dire que vous voyez quoi? Mon corrigé en fait? On est bloqué dans la partie 1. OK. Alors, moi, c'est figé sur principe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repartager mon écran. Allez, on va voir si c'est mieux. Allez, donc normalement, je vais repartager. Normalement, ça a réactualisé. Vous devriez avoir ce qu'il faut. Allez, ça marche. Donc, dites-moi, relisez la question et dites-moi ce que je ne fais pas bien. Allez, pour les 56 élèves qui restent connectés, pour tous ceux qui n'ont pas eu l'appel pour manger, qui restent encore concentrés. Voilà, Charline, très bien. Il faut un ordre de grandeur et moi, je ne suis pas allée assez loin. Il y a marqué déterminer l'ordre de grandeur de l'énergie. Donc, vous vous rappelez, quand je mets l'ordre de grandeur, c'est le seul moment où j'ai le droit d'écrire ce symbole-là.
Allez, qui me dit quel est l'ordre de grandeur de 5,1? Très bien, Simon. Alors, je vais effectivement l'écrire comme ça, sous forme d'une puissance de 10. Donc, on veut une puissance de 10 pour un ordre de grandeur, et c'est 10 puissance 1 joule, donc 10 joules. D'accord? Et on vous demande de comparer donc cette énergie avec une énergie de la vie de tous les jours pour voir à quoi ça correspond. D'accord? Parce que là, on est en train de dire, OK, on a 8 milliards de muons qui arrivent sur le volcan, sur la surface totale du volcan en 1 minute, et qui arrivent avec une énergie de faramineuse, qui semble faramineuse, à de 32 milliards de GeV. Quand on convertit ce 32 milliards de GeV en joules, on trouve 5 joules, soit un ordre de grandeur de 10 puissance 1 joule. Bon, ben, à quelle énergie du quotidien cela renvoie? Alors pour ça, eh ben, il faut utiliser les énergies que vous connaissez. Comment on calcule une énergie? Quel type d'énergie vous connaissez? Allez, on va essayer d'activer parce que je vois que vous vous déconnectez au fur et à mesure. L'énergie liée au poids, Riyad, elle porte quel nom? L'énergie liée au fait qu'on ait un poids, une masse. Elle s'appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Donc effectivement, vous allez pouvoir calculer, bah tiens, quel objet aurait telle énergie potentielle de pesanteur. Alors pour ça, il faut se rappeler quelle est la relation qui me donne EPP. EPP égale quoi? Allez, on essaie de retenir ça pour le supérieur. Énergie potentielle de pesanteur égale quoi? Très bien, Émilie. MGZ, ça marche. Bon, OK, je vais faire avec l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, c'est-à-dire, je vais dire, bah tiens, c'est équivalent à un objet de telle masse qui tombe de telle hauteur, MGZ. OK? J'aurais pu faire avec une autre énergie. Tiens, c'est équivalent à un objet qui se déplace à telle vitesse. De quelle énergie je parle là en ce moment? L'énergie liée à la vitesse, elle s'appelle l'énergie cinétique. Et quelle est son expression? Attention Simon, mécanique, c'est la somme des deux. Hein? OK. Et l'énergie cinétique, quelle est son expression? 1/2 de mv carré. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai pris ici l'exemple d'un objet qui allait tomber parce que j'ai vu que dans le corrigé, il prenait l'exemple d'un objet qui avait une certaine vitesse, donc il calculait une énergie cinétique. Donc, ils ont fait dans le corrigé avec 1/2 de mv carré. Moi, j'ai fait avec l'énergie potentielle de pesanteur, MGZ. Donc, j'ai cherché quel objet, quelle hauteur allait me donner une énergie potentielle de pesanteur de 5 joules. OK? Donc, j'aurais pu d'ailleurs rester avec l'ordre de grandeur parce que je crois que sur le corrigé, comparer la valeur obtenue à l'ordre de grandeur d'une énergie de votre choix. Donc, on me dit de rester en ordre de grandeur. Donc, ça aussi, ma réponse est critiquable. Du coup, j'aurais dû garder 10 joules. Donc, du coup, si je garde le même ordre de grandeur, qui me dit ce que je dois changer? Alors, j'ai dit que c'était équivalent à une pierre de 1 kg qui tombait d'une hauteur de 50 centimètres. C'est-à-dire, je prends une pierre qui pèse 1 kg, je la laisse tomber, et bien, elle touche le sol avec une énergie de 5 joules. Bon, puisqu'on me dit de comparer les ordres de grandeur, ça veut dire qu'il faudrait que je trouve 10 puissance 1 joule. Qu'est-ce qu'il faut que je change pour que ce soit plus rigoureuse? Qu'est-ce que vous me proposez? 2 pierres. 2 pierres, oui, c'est pas mal. 2 pierres. On peut mettre soit 2 pierres, donc possède, alors soit 2 pierres, soit, 1 mètre qui tombe d'une hauteur de 1 mètre. D'accord? Tout simplement. Voilà. Ça marche? Est-ce que c'est compris? Très bien. On peut multiplier par de la masse. Attention Simon, à ta rigueur. On peut multiplier par de la masse ou, la hauteur. Très juste. Ça marche? Alors du coup, soit énergie potentielle de pesanteur, soit énergie cinétique. Voilà, il fallait trouver un exemple et du coup, vous voyez l'intérêt du G. J'ai pris 10, pour trouver un ordre de grandeur, pas le 9,81 dans l'énoncé. Il est écrit que vous prendriez G égale 10 newtons par kilo.
Allez, je finis sur la dernière question si vous êtes encore un petit peu motivé. On ne va pas s'arrêter là, ce serait dommage. Déterminer la valeur du rapport V sur C, où V est la vitesse d'un muon ordinaire d'énergie 4 GeV. D'accord? Donc, il y a 2 questions dans la 3.3. On va commencer par faire le calcul V sur C, où V est la vitesse d'un muon ordinaire d'énergie 4 GeV. Tiens, on me parle d'énergie et j'ai toujours en tête que dans les données, je n'ai pas mis de coche là à côté de la donnée là, donc qui parle d'énergie. Celle-là, je ne l'ai pas utilisée. Or là, on me parle d'énergie. Donc, je vais utiliser cette relation E égale gamma MC2. Et dans gamma, tiens, j'ai le rapport V sur C qu'on me demande de calculer. Donc, puisque j'ai l'énergie, 4 GeV, je crois, je vais pouvoir, avec gamma, sortir le V sur C. Et j'ai donc tout ce qu'il faut pour répondre à la question. Le reste, ce n'est que des maths. Alors, vous êtes pressé ou je vous le fais sur le tableau? Si vous êtes pressé, je vous montre directement mon corrigé sur le diaporama. Sinon, je prends 3 minutes pour le faire avec vous. Vous me dites ce que vous en pensez. Si vous avez une autre classe virtuelle tout à l'heure, il faut, ou si vos parents vous appellent pour manger. Allez, pour le peu de retour, du coup, je vais prendre le temps. Allez, ceux qui sont pressés, tant pis. Vous pouvez vous déconnecter, hein, je ne vous en voudrais pas. Je vous mets le corrigé en pièce jointe du cahier de texte. Alors, donc on y va et je vais donc résoudre cet exercice avec vous, comme si j'étais en classe, avec le tableau sous les yeux. Alors, il va donc falloir résoudre, je vous ai dit E égale pourquoi on n'utilise pas la vitesse? Eh bien, c'est une bonne question, Chloé. Cette vitesse-là, elle est donnée comme étant celle dans le CERN, encore une fois. Donc, OK, là, tu ne sais pas exactement, donc on te demande de faire le calcul. Et du coup, tu dis, bon, ben, le 0,99994C, c'était au CERN. Là, on ne me dit pas la valeur, donc il faut que je la calcule différemment. Et ça tombe bien parce que j'ai le E égale gamma MC2 qu'il faut que j'utilise. OK, Chloé? Donc, E égale gamma MC2. Et gamma, c'est 1 sur racine de 1 moins V sur C au carré fois MC2. D'accord? Donc, il va falloir que j'arrive à résoudre cette équation pour isoler V sur C. Donc, déjà, je vois que le V sur C est au dénominateur. Je vais le faire passer au numérateur. Je vais multiplier les deux membres à gauche et à droite par racine de 1 moins V sur C au carré. Donc, à gauche, voilà ce que ça devient. Et à droite, ça va se simplifier. D'accord? Et il va rester MC2. Maintenant, je vois que le V sur C, il est sous une racine. Donc, il faut que je mette au carré pour enlever cette racine. Donc, 1 moins V sur C au carré égale MC2. Maintenant, je vais développer. Ça fait E carré moins E carré fois V sur C au carré égale MC2. Maintenant, il faut que j'isole le V sur C. D'accord? Donc, il est à gauche du signe égal, il va passer à droite. Pareil, je vais amener le MC2 de ce côté. Et j'ai du coup E carré V sur C au carré. OK? Donc maintenant, il suffit juste de diviser par E carré les deux côtés. Donc ça fait E carré moins MC2 sur E carré égale V sur C au carré. Allez, j'y suis presque. Je vois que je peux simplifier ce membre-là. Ce membre-là, d'accord? Je vais diviser les deux membres du numérateur par E carré. Ça fait 1 moins MC2 sur E carré égale V sur C au carré. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à prendre la racine de tout ça pour avoir le V sur C. Et voilà, vous avez votre expression. OK? Allez, donc ensuite, il faut juste faire l'application numérique.
Allez, on y est presque. Encore un peu de courage. On va faire l'application numérique. Pour cela, je vais changer de tableau. J'espère que cette résolution mathématique ne pose aucun problème. Il faut prendre son temps, ne pas se tromper, être rigoureux. Je vais repartir sur un nouvel écran à partir de cette expression littérale pour pouvoir faire la suite. Ou alors, je reviens sur le sujet peut-être et j'y reviendrai après. Il va falloir faire donc le calcul. Et si vous n'avez pas le sujet sous les yeux, je vous l'ai mis, j'espère que vous l'avez. Vous avez donc la masse qui vaut ce machin-là, 105,66 MeV par C moins 2. Il y avait également dans la formule l'énergie. Donc l'énergie, c'est 4 GeV. OK? Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire le calcul. Donc, on va devoir utiliser cette masse et faire bien attention à cette unité. OK? 105 MeV, c'est moins 2. Allez, donc je retourne sur le tableau. Je reprends du coup mon expression littérale pour pouvoir faire le calcul avec vous. Donc, V sur C était égal à racine de 1 moins M de... tiens, pourquoi j'ai l'impression de ne pas avoir écrit ça tout à l'heure? C'est possible? C4 carré. Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un M2C4. J'ai oublié un M2C4 sur l'écran précédent, on dirait. Ou alors, c'est ma mémoire qui me fait défaut. Ouais, c'est trop dommage, hein. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait des copies d'écran, mais j'ai visiblement oublié de mettre M2C4 et j'ai gardé MC2, je pense, hein. Donc, de mémoire, il me semble m'être trompée. Pourquoi c'était MC2 au carré? Parce qu'à un moment donné, alors attends, hop. Du coup, ça, c'est pénible de ne pas pouvoir enregistrer les écrans que je vous présente. Donc voilà, hein, je vous l'ai remis là. J'ai voulu le faire avec vous, mais du coup, j'ai oublié de mettre au carré ce membre-là. Quand je fais E fois ça égale 1 fois MC2, d'accord? J'ai eu cette étape-là. Et ensuite, je mets tout au carré pour enlever la racine. Et je ne sais pas si j'ai mis MC4, du coup, si je l'ai mis au carré. Personne n'a pris une copie d'écran? S'il n'y a pas de copie d'écran, ce n'est pas grave. L'erreur, on ne peut pas la corriger sur quelque chose que vous n'avez pas. OK, merci Damien. Donc du coup, personne m'a contrôlé, donc attention, hein, faites bien attention. Tu l'as en vidéo. Mince, il y a la preuve que je me suis trompée en vidéo, quelle horreur. Donc du coup, vous faites bien attention, hein, il y aura donc la correction M2C4, j'ai oublié de le mettre au carré et personne ne m'a rien dit. Je sens que vous êtes à bout de souffle. Allez, donc j'arrive à ça et c'est ce calcul que je veux reprendre avec vous. Donc, c'est ça que je vais prendre 2 secondes le temps de faire parce que je pense que l'unité doit vous poser problème. Allez, donc je reviens sur mon tableau. Je mets juste la formule V sur C égale racine de 1 moins M2C4 sur E carré. Ça fait 1 moins MC2 sur E au carré. Voilà, c'est une autre façon de l'écrire. OK? Et rappelez-vous, la masse, c'était 105,66 MeV. Ah, je suis déconcentrée, c'est horrible. Mais, le point ne veut pas se mettre. MeV, c'est moins 2. OK? Alors, cette unité ne doit pas vous faire peur. Regardez ce qui va se passer si je fais MC2. Puisque dans la formule, c'est MC2, OK? Donc, 105,66, quelle sera l'unité de MC2, s'il vous plaît? Allez, trouvez-moi cette réponse, s'il vous plaît, qu'on puisse tous aller manger. Super, Émilie. MEV, parfait. Puisque MEV, c'est moins 2 fois C au carré, il restera que des MEV. Voilà. Donc ça, c'était la petite difficulté qui aurait pu vous gêner. Du coup, ça fait 1 moins, je prends la racine. MC2, ça fait donc 105,66. Sur E, l'énergie, c'était 4 GeV. Alors attention, il faut qu'on soit dans la même unité. Si en haut, je suis en MEV, eh bien en bas, il faut que je sois en MEV.
Et le GeV, c'est combien de fois plus grand que le MEV? Allez, pour les 35 qui sont encore connectés, le GeV, c'est combien de fois plus grand que le MEV? Super, 10 puissance 3 fois. Ça marche. Donc, je mets tout ça au carré, je fais ça, et je trouve 0,999, je crois. Et il y a un 6 derrière et un 5, ça fait à peu près 1. Ça veut dire que V est à peu près égal à la vitesse de la lumière. D'accord? Alors, pour finir, je reviens donc ici sur l'écran. Vous avez le corrigé. Donc, vous avez donc le corrigé sans faute ici, sans l'oubli de MC2 au carré, qui vous donne un V sur C proche de 1. Rappelez-vous, il y avait une autre petite question à la fin du sujet qui disait, OK, maintenant qu'on l'a fait pour un muon ordinaire d'énergie 4 GeV, en déduire pourquoi les muons utilisés pour la radiographie volcanique sont qualifiés d'ultra-relativistes. Alors, vous voyez bien la différence dans l'énoncé. Ici, on parle de muons ordinaires d'énergie 4 GeV et là, on parle de muons utilisés pour la radiographie volcanique. Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'il s'agit des mêmes muons, ceux qui sont qualifiés d'ordinaires et ceux qui sont utilisés pour la radiographie des volcans? Alors, Simon me dit non, très bien. Très bien, Charline. Rappelez-vous, c'est écrit dans le document. Cependant, certains muons possèdent une énergie très importante, supérieure à 1000 GeV, leur permettant de traverser plusieurs centaines de mètres de roche avant de se désintégrer. Alors, pourquoi on les appelle des ultra-relativistes, du coup? Eh bien, tout simplement, Charline a raison, parce qu'ils sont encore plus proches de celle de la lumière. Et comment je sais qu'ils ont une vitesse encore plus proche de celle de la lumière? Ben, regardez. Ça a été calculé par V sur C. V sur C. Hein. Donc, on a trouvé 0,99965. Si maintenant, je prends un muon encore plus énergétique, je passe de 4 GeV à 1000 GeV. Donc, c'est 250 fois plus d'énergie. Je vais donc diviser par quelque chose de plus grand. Si je divise par quelque chose de plus grand, je vais trouver un nombre ici plus petit. Un nombre plus petit, je vais donc trouver un nombre plus proche de 1. Ça va se rapprocher de 0, Simon, et 1 moins 0, ça va se rapprocher de 1, si je fais les limites. D'accord? Et donc, effectivement, dernière diapo, si vous faites le calcul, hein, en remplaçant 4 GeV par 1000 GeV, eh bien, vous trouvez un 0,999 avec que des 9 derrière. Donc, je trouve que ces muons qui sont plus énergétiques ont en fait une vitesse bien plus proche de celle de la lumière et donc on se permet de les appeler ultra-relativistes. Voilà. Encore plus relativistes. Voilà. Bon, je suis désolée, je ne pensais pas que je mettrais autant de temps. J'espère que tout ça a été très clair et que ce sujet est bien compris et que vous vous sentez surtout plus sûr de vous sur la relativité. Donc on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas besoin de connaissances particulières à part le postulat d'Einstein et le delta TM égale gamma delta TP. D'accord? Donc n'oubliez pas de faire le QCM d'ici 20h ce soir. À 20h ce soir, c'est terminé pour tout le monde. Prévoyez 30 à 45 minutes pour le faire. OK, Chloé. La fin, ben, c'était des calculs, effectivement, mais surtout des maths, en fait. Hein. Donc, dans ton cursus post-bac, je ne sais pas si tu auras besoin de beaucoup de mathématiques. Je ne sais pas, peut-être que si, hein, quand même. Donc, la résolution mathématique, travaillez là. Non, pas du tout de maths? Tu vas pas faire un peu de chimie et qui dit chimie dit un peu de maths? Le QCM, oui, toujours chronométré, Mathilde, comme ça, j'évite que vous en parliez pendant 3 jours. Du coup, vous le faites aujourd'hui, puis c'est fini. D'accord? Et puis moi, comme ça, je peux le corriger derrière. Donc, je vous souhaite un bon appétit. Désolée encore d'avoir débordé. J'espère que je ne déborderai pas demain. Donc, bon courage pour ce QCM. Bonne journée à vous. Bon appétit. On se voit demain à 11h.